Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Et comme en notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. ONU, violation de la souveraineté malienne, pourquoi Paris refute-t-il le statut de porteur? En tout cas, c'est notre grande interrogation. ONU, violation de la souveraineté malienne. Pourquoi Paris refute-t-il le statut de porteur? Nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré à l'ONU que le gouvernement de transition exercerait son droit à se défendre si la France continuait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale du Mali. Abdoulaye Diop, qui s'exprimait lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a renouvelé les accusations portées contre Paris, selon lesquelles la junte française avait violé l'espace aérien malien et livré des armes à des terroristes que la junte française finance, entretient et encadre. La junte française a nié toutes ces accusations. Il faut qu'une réunion, oui, une réunion spécifique du Conseil de sécurité soit organisée afin de nous permettre de présenter les preuves des actes d'espionnage et de déstabilisation menés par la junte française, a dit Abdoulaye Diop. Le gouvernement malien se réserve donc le droit de se défendre si la France continue de porter atteinte à la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de notre pays, a-t-il ajouté. L'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé contre des accusations diffamatoires selon lui et a défendu l'intervention française au Mali, affirmant que la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien. Et à nous de poser justement cette question. Si la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien, que faisait la France au Mali pendant ces nombreuses années? Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'était pas là-bas pour lutter contre le djihadisme ni le terrorisme, car elle n'a jamais tué un seul et unique terroriste. Eh bien, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a répondu que contrairement à ce qui est véhiculé, il n'existe aucune volonté de restreindre les mouvements de la mission et mis en avant justement la volonté d'affirmer notre souveraineté sur notre territoire. Quant à l'avenir de la MINUSMA, la priorité du Mali est son recentrage sur le fondement de sa présence au Mali, notamment l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. La table ronde du Conseil de sécurité à New York a été le théâtre d'une nouvelle passe d'armes donc entre le Mali et la France. C'était un mardi au cours de la réunion trimestrielle consacrée au suivi de la mission des Nations Unies au Mali. Le ministre des Affaires étrangères du côté du Mali, Abdoulaye Diop, a dénoncé frontalement les actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la junte française à l'encontre du Mali. Des accusations qu'il avait déjà formulées dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité le 15 août dernier, jour du départ du dernier soldat français du Mali. Bamako reproche notamment à l'armée française des violations de son espace aérien ainsi que des largages de matériel et du partage de renseignements à destination d'organisations criminelles. Jusqu'à preuve de contraire, le Mali demande une réunion spécifique du Conseil de sécurité, bien sûr, du côté de l'ONU, pour permettre justement aux autorités maliennes de présenter des preuves des actes d'espionnage et de déstabilisation menés par la junte française. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. ONU, violation de la souveraineté malienne. Pourquoi Paris refute-t-il le statut de porteur? Pour répondre à nos questions, qui d'autre qu'un géostratège pour justement répondre à ce genre de questions? Nous sommes avec Charlie Kenyé ce matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sir Selengos, bonjour à la galaxie panafricaine, bonjour à tous nos millions, bientôt nos milliards de téléspectateurs, également à tous nos followers qui nous suivent sur nos pages numériques. Bonjour aux techniciens, aux grands techniciens
par qui nous pouvons émettre de par le monde, nous les saluons parce qu'ils sont la face invisible du travail magnifique que nous faisons ici. Je salue également toutes ces personnes-là qui au quotidien ne cessent de nous encourager. Vous me permettrez que j'ai un clin d'œil ou alors une pensée pour les éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun qui, depuis un certain temps, aujourd'hui, essaient de monter en puissance dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Véritablement, je crois qu'il faille remercier ces hommes et femmes qui ont choisi le sacrifice suprême pour que la nation, pour que le pays puisse rester debout. Je salue également tout l'état-major qui, au fur et à mesure, justement, sont en train de s'abonner sur nos pages. Donc, tous ces généraux, tous ces colonels qui, également, voient comme nous, pensent comme nous, mais de par les étoiles qu'ils abordent sur leur tenue ne peuvent pas également dire comme nous ce que nous disons ici. Et vraiment, je crois que c'est à saluer. Pas seulement de leur côté, mais beaucoup plus à nous pour le travail, à vous également. Donc je profite, je salue votre révérence, je salue votre prestance. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous me faites à me conduire à cette... C'est moi qui vous dis merci d'être là ce matin. Charlie Kenyé, vous êtes géostratège. Et notre interrogation du jour, nous allons justement du côté de l'ONU. Violation de la souveraineté malienne, pourquoi Paris refute-t-il le statut de porteur? Et moi de vous poser la première question de cet entretien. Pourquoi est-ce que les Nations Unies, ou alors le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'organise pas une réunion spécifique pour parler justement des violations de l'espace aérien, on va le dire malien, comme le demandent aujourd'hui les autorités maliennes? Mais je crois que les Nations Unies en eux-mêmes sont en train de créer les jalons de leur décrépitude. C'est-à-dire que j'ai bien peur que nous puissions nous retrouver dans le même scénario de la Société des Nations, qui véritablement, d'un bout à l'autre, a été un échec cuisant. Je crois que les Nations Unies sont aujourd'hui en train d'aller vers cette logique-là parce que tous les États membres des Nations Unies, ce n'est pas seulement l'Afrique, appellent à une certaine réforme des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, telles qu'elles ont été pensées dans les années 1948, ne peuvent pas être appliquées aujourd'hui dans les années 2022. C'est-à-dire qu'en 1948, il n'y avait pas les puissances émergentes comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Iran, comme l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, les paradigmes ayant changé, je crois qu'aujourd'hui, les Nations Unies doivent essayer de revoir leur copie. Mieux encore, l'Afrique qui apporte beaucoup au monde, que ce soit en termes d'économie, en termes de PIB, en termes de matières premières et même en termes de force humaine. Vous voyez que l'Afrique aujourd'hui n'est véritablement pas représentée au niveau de ces conseils de sécurité des Nations Unies. On sait très bien que dans les années à venir, l'Afrique c'est 1,5 milliard d'habitants. La première démographie, c'est le continent le plus jeune au monde. Un continent pratiquement un peu plus de 60%, presque 70% de sa population est jeune. Si vous ajoutez à ça les matières premières dont l'Afrique en lui seul en regorge pratiquement un peu plus d'un tiers, et si vous mettez à ça que ce soit le continent le plus arabe, mais on est triste de savoir que l'Afrique fait partie de ce qu'on appelle des États, des membres non permanents du Conseil de sécurité, puisqu'il y en a 15, il y a 5 qui sont permanents, il y a 10 qui sont non permanents, et l'Afrique est toujours dans ce cycle rotatif, à savoir parmi les 10 non permanents, où véritablement ceux également qui participent ne veulent pas porter haut ces doléances-là. Donc aujourd'hui, les Nations Unies travaillent justement dans l'optique de ceux qui l'ont pensé, et j'aime souvent le dire, ceux qui l'ont pensé, ce sont une partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et même dans cette configuration-là, vous verrez que la France et l'Angleterre n'ont fait que, ou alors ont été comme des paravents des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui ont piloté le projet. La France n'a pas été victorieuse dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, quand je parle des victorieux, je crois qu'on va revenir dans les... Quand on va faire l'analyse, quand on fera l'analyse du discours de l'ambassadeur de M. Rivière au Conseil de sécurité, vous verrez que lui-même, il reconnaît indirectement que son pays n'a rien participé. Donc, ce modèle, cette façon de faire a été pensée par les États-Unis parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont compris que pour asseoir leur hégémonie, ils devaient penser un système mondial économique, un système mondial politique, un système mondial financier, un système mondial commercial dans lequel ils imposeront au reste du monde leur volonté. Et ça a été fait, que ce soit à travers l'OMS, que ce soit à travers les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, qui en réalité sont des instruments pilotés par les États-Unis où à la tête de chaque instrument
par rapport à un certain nombre de gratifications, on essaie de placer un X ou un Y. On sait que généralement l'institution financière comme le Fonds monétaire international a toujours été de l'ordre de la France. Avant Dominique Strauss-Kahn, après on a eu Christine Lagarde, mais tout récemment on a eu Cristina Georgieva, mais qui en réalité est arrivé là-bas parce que la France a eu à faire un deal au niveau de l'Union européenne. Il était question que Christine Lagarde vienne prendre de la Banque centrale européenne pour que Georgieva puisse être admise au niveau de la tête du FMI. Donc c'est un deal qui avait été fait entre la France et certains membres de l'Union européenne. Donc on a fait cette répartition-là. Vous avez vu que l'Organisation mondiale de la santé ou encore bien d'autres organisations, pour essayer de flatter un peu certains Africains, on prend quelques FIV en réalité qui sont des suppléants, des supplétifs de l'ordre mondial, on les met à la tête de ces organisations-là. Pour le cas de l'OMS, on a vu l'Éthiopien être porté à la tête de cette instance, mais vous verrez qu'il ne pèse pour rien, puisque ce même Éthiopien porté à la tête de l'OMS lui-même faisait savoir que... Lui-même faisait savoir que... Lui-même faisait savoir que pour réduire la famine et les guerres, les maladies dans la corne de l'Afrique, dont lui-même il est issu, c'est-à-dire son pays d'origine, il disait récemment à l'échelle internationale que pour réduire la famine et les maladies dans la corne de l'Afrique, où vivent pratiquement 300 millions d'Africains, l'OMS avait besoin de un peu plus de 250 millions de dollars. Mais je vous assure, jusqu'aujourd'hui, même un compèque n'a pas été collecté. Mais de l'autre côté, vous savez que pour l'Ukraine, en une soirée, la conférence des donateurs pour l'Ukraine, on a pu récolter 6 milliards d'euros. Donc, puisque là-bas, de l'autre côté, ce sont des noirs, mais là-bas, ce sont des blancs, on comprend très bien que c'est un système qui est très bien pensé, à laquelle on utilise, et ça entre dans cette dynamique dont j'ai souvent l'habitude d'expliquer, des minorités devenues majoritaires face à la majorité devenue minoritaire. Parce que la minorité devenue majoritaire est bien organisée, et parce qu'elle est bien organisée, elle commande la majorité qui devient minoritaire. On crée donc des pôles de regroupement à laquelle on met des personnes à qui on sait très bien qu'ils vont nous rendre compte, et c'est ainsi qu'on a le contrôle sur tout le monde. À la tête de l'Union européenne, on a quelqu'un qui rend compte là-bas, à la tête de l'Union africaine, on a quelqu'un qui rend compte là-bas, à la tête, on a tête. Donc aujourd'hui, il est impératif pour les Africains, pour le reste du monde, qui se veut ou qui se revendique être le monde libre, de créer justement des paravents, de créer des alternatives face à ce système-là. Je crois que c'est là où on salue, pas qu'on apprécie, mais on salue déjà l'initiative des BRICS qui justement donne une autre ouverture à ce système onusien. Donc aujourd'hui, il faut dire que tout ce qui a été pensé après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été piloté par les Américains, était de nature à véritablement imposer un ordre mondial au reste du monde par un gouvernement mondial. Je crois qu'il y a Brzezinski qui le démontrait dans son livre Le Grand Échiquier mondial, où il faisait savoir que les États-Unis, à travers ceux qui commandent les États-Unis, dont on ne parle pas toujours, le nom, avait été en train de penser un système d'ordre mondial dans lequel le reste du monde devait s'identifier à travers un gouvernement mondial. Et c'est ce schéma qui est préparé. Donc quand il y a des États comme le Mali, comme d'autres États africains qui veulent justement sortir de cette volonté, de cet assujettissement, eh bien, on fera tout pour justement museler cet État-là. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer du côté de l'Organisation des Nations Unies. Mais Dieu merci, et là je parle du Dieu, du vrai Dieu. Dieu merci, il y a des personnes, il y aura toujours des personnes qui vont se lever contre ces façons de faire, parce que je crois que l'une des principes même de cette charte, c'est que tous les hommes naissent égaux. Donc, il n'y aura jamais de réunion spécifique, donc parlant du Mali, pour apporter ses preuves. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons même pas besoin qu'il y ait une réunion spécifique. Le Mali a gagné cette victoire. C'est-à-dire que même sur le plan de la communication, parce que tous les médias du monde ont titré, le Mali accuse la France justement de déstabiliser son pays depuis des années. Rien que la une d'un journal comme ça en Argentine, mais c'est une victoire pour le Mali. Et il est tout aussi vrai que le Mali a raison justement de porter ce qu'il pense être légitime pour eux au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Surtout que rappelons que l'article dans la Charte des Nations Unies, l'article 34 et 35 est clairement, balaie clairement la situation malienne. L'article 35 précise clairement que tout État membre des Nations Unies, tout État membre de l'Assemblée générale des Nations Unies a le devoir justement de saisir les Nations Unies pour porter plainte ou alors pour porter une accusation qui pourra entraîner un différend entre deux États membres de cette organisation. L'article 34 va plus en profondeur et exige au Conseil de sécurité de mener une enquête s'il y a une situation de plainte par un État membre des Nations Unies de nature à pouvoir créer un différend entre les deux États. Mais si les Nations Unies sont incapables de respecter ce qu'eux-mêmes se sont fixés comme norme, vous voulez que nous-mêmes nous venions du quoi? Donc en réalité, le Mali montre aux yeux du monde en réalité ce qu'est les Nations Unies, ce qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça ne peut être que bénéfique pour le combat que nous portons. Et pendant ce temps, il faut préciser par ailleurs que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, précise par ailleurs, le gouvernement malien se réserve le droit de se défendre si la France continue de porter atteinte à la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de notre pays.
bien sûr, vous savez, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé lors de cet échange avec l'ambassadeur de la junte française au niveau du Conseil de sécurité. Pour une fois, j'ai vu la France devenir petite. Vous savez, le discours qui a été utilisé hier, on nous parlait de la junte, junte malienne au pouvoir. On parlait de la junte malienne. Mais lors de son discours au niveau du Conseil de sécurité, l'ambassadeur de la junte française dit les autorités maliennes. C'est-à-dire que le discours avait totalement changé. On était un peu dans la junte malienne, on était dans les autorités maliennes. C'est fort. On reconnaît aujourd'hui qu'au Mali, il y a des autorités. Comme quoi, le discours du Premier ministre Maïga au niveau de la tribune des Nations Unies a porté ses fruits. Parce qu'il avait dit ceci, le Mali dorénavant appliquera le principe de la réciprocité. Et c'est justement parce que le Mali, en appliquant le principe de la réciprocité, a commencé à appeler la France de junte française. La France s'est sentie choquée puisque c'est un discours qui était retentissant à l'échelle internationale. Rien que pour l'image de la France, c'est une insulte. Elle a donc changé de paradigme. Aujourd'hui, on n'est plus dans la junte malienne, mais on est dans les autorités maliennes. C'est pour dire que c'est vers là qu'il faut aller. Il faut aller vers la confrontation avec ce genre de personnes, puisqu'ils ne comprennent que par le discours de la force. Donc, ce que vous nous appliquez, on vous renvoie sans retour et vous voyez comment ça fait mal. Parce qu'avant, on vous tapait, on vous griffait, mais on vous interdisait de crier aïe. Donc aujourd'hui, le Mali est allé dire, ce modèle est fini. Cette hypocrisie, c'est fini. De pouvoir penser que vous allez dicter ce que vous voulez, vous allez nous imposer un modèle. Non seulement vous allez nous imposer ce modèle, mais en plus, vous allez nous taper dessus et nous n'avons pas le droit de crier. Donc, à travers ce principe de la réciprocité, la France aujourd'hui est en train de revoir ses copies vis-à-vis de l'État malien. Et je pense qu'avec l'avenir, vis-à-vis même des États africains. Deuxièmement, l'ambassadeur de France, au niveau du Conseil de sécurité, dit « La France n'a jamais été invitée au Mali ». Et quand j'ai suivi ça, j'ai un peu souri. Vraiment, je ne sais pas si ces messieurs parfois lisent leur cours d'histoire. Déjà que je comprends que l'histoire qu'eux, ils ont là-bas n'est pas la même histoire, la nôtre. C'est-à-dire que, ils oublient souvent ce qu'ils disent. Ils oublient, ils sont très peu réfléchis. C'est des personnes vraiment très peu intelligentes. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour la nature humaine, ce sont des hommes d'abord avant tout, mais ils sont très peu réfléchis. Surtout la jeune qui est au pouvoir actuellement. Vous savez, en Europe, ils ont tout fait déjà pour falsifier l'histoire. Voilà pourquoi Poutine récemment les faisait savoir qu'il va déclassifier les archives de la Deuxième Guerre mondiale pour rappeler aux Européens la vraie histoire. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, on n'enseigne pas à ces enfants qu'ils vivent encore leur petite liberté qu'ils ont aujourd'hui. Grâce à la Russie. Grâce à la Russie qui a payé le prix de 27 millions de personnes pour que l'Europe se libère du joug nazi. Et on ne leur dit pas toujours que parmi ceux qui sont morts pour les libérer, il y avait mes grands-parents et nos grands-parents, Steve Josselin-Goss. Donc je crois qu'aujourd'hui, parce que ces personnes-là pensent qu'ils veulent conceptualiser le monde autour de ce qu'ils ont appelé l'eurocentrisme, c'est-à-dire que l'Europe serait le berceau. Écoutez même les discours. Lorsqu'on parle de l'Europe, on parle du vieux continent. En quoi l'Europe est le vieux continent? Le vieux continent, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Vous voyez qu'on essaie de travailler, de créer un certain eurocentrisme autour de l'Europe. Et c'est ce dont Cheikh Anta Diop critiquait dans ses mémoires. Voilà pourquoi on l'avait interdit ou alors on a tout fait pour qu'il ne soutienne pas sa thèse de doctorat parce qu'il développait clairement la thèse selon laquelle le monde ne peut pas vivre autour de l'Europe, le monde ne sait pas faire autour de l'Europe, mais le monde sait faire autour de l'Afrique à travers cet afrocentrisme et les civilisations et bien ce qu'il a développé dans ses ouvrages dont on salue la mémoire ici. Donc, cette Europe-là, niant ou alors méprisant ou ne connaissant pas l'histoire, se plaît parfois à aller dire des bêtises à la face du monde. Lorsque l'ambassadeur de France dit la France n'a jamais été invitée au Mali, j'aimerais rappeler à cet ambassadeur que l'un des officiels du gouvernement malien, à la personne de Amina Traoré, ministre de la Culture, qui maîtrisait très bien ce dossier, puisque quand cela a commencé, l'arrivée de la France avec Serval au Mali, je crois que c'était le 1er janvier 2019, la ministre Amina Traoré fait savoir ceci. La France n'a jamais été invitée au Mali. La France s'est invitée au Mali. Et on sait aujourd'hui les raisons pour lesquelles la France s'était invitée au Mali. La France, voyant les réserves en uranium s'épuiser du côté du Niger, et on connaît très bien que dans la région de Tessalite, un peu dans le nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, il y a d'importants gisements de minerais d'uranium. Donc, il était question de lorgner ces richesses-là, nonobstant les autres richesses, parce qu'on le dit toujours, le Mali aujourd'hui abrite en son sol la plus grande nappe phréatique au monde, capable d'alimenter le monde sur pratiquement 2 siècles en eau potable. D'ailleurs, c'est
de cette nappe que se servait le guide, bien Muammar Kadhafi, pour donner l'eau gratuitement aux Libyens. Donc, on ne nous dit pas toujours que la guerre de demain ne sera pas la guerre du pétrole. La guerre de demain, ce sera la guerre de l'eau. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme nappe et tout ça sont pollués à travers tout ce qu'ils ont fait. L'Europe encore, la France, même le continent le plus pollué en Europe. C'est le pays qui regroupe en son sein le plus grand nombre de centrales nucléaires. D'ailleurs, il y a tout un programme aujourd'hui de passage à l'énergie verte. Donc, lorsqu'on voit cette France s'inviter au Mali et que le représentant de cette France internationale dit que la France est arrivé au Mali à la demande des autorités maliennes, c'est trahir la mémoire de ce pays, c'est salir même le Mali. Non, le Mali n'a jamais fait appel à la France. Surtout qu'au moment où le Mali avait besoin de la France n'a pas répondu présente. Rappelons que la France, à travers ses SBI de la CEDEAO, avait pu mobiliser 6500 hommes pour aller chercher Yaya Jammeh du pouvoir et installer Adama Barrow, que eux-mêmes aujourd'hui reconnaissent n'étant pas un démocrate. Mais là-bas, on disait aller défendre la démocratie. Mais cette même France, à travers son paravent qu'est la CEDEAO, était incapable de lever un seul homme pour aller défendre le Mali lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako. Et justement, le Mali avait demandé à la France de respecter les accords de coopération qu'il lie la France au Mali, mais cela n'a jamais été fait. N'eût été la maestria d'un homme que je salue la mémoire aujourd'hui, le maréchal Idriss Déby, qui a mobilisé ces éléments pour justement aller défendre le Mali, la souveraineté et l'intégrité du Mali, au point de chasser les rebelles au nord. Mais la France voulant voler cette victoire, on a accusé l'armée tchadienne de tous les noms et le maréchal Idriss Déby s'est retiré. Donc, cet ambassadeur qui ne connaît pas l'histoire, je crois qu'il pourrait revenir à l'école panafricaine. Nous allons enseigner l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde et l'histoire de l'Europe dont il ne maîtrise pas très bien. Ensuite, il dit quelque chose de magnifique, cet ambassadeur. Il dit, la France a passé 9 ans au Mali. Voilà quelqu'un qui part défendre son pays, mais il n'a pas dit comment son pays a passé 9 ans d'échec dans un pays. Quand je vous parle de personnes très peu réfléchies, je ne sais pas si vous comprenez. Si je m'en vais défendre le Cameroun, mais je dois créer, je dois chercher des éléments de nature à apporter l'image et la force du Cameroun. Je ne m'avais pas cité des éléments pour lesquels même l'enfant du coup moins 2 peut me retenir pour dire grand frère, ce que tu dis là n'a pas de sens. Puisque tu as fait 9 ans, il n'y a rien eu là-bas. Tu cites alors ça pourquoi? Je ne sais pas si vous-même comprenez que il est peu réfléchi. Il ne peut pas dire que la France a fait 9 ans au Mali. La question que lui-même il devait se poser, pour quel bilan? Pour quel résultat? Mais il allait citer ça pour dire que la France était 9 ans au Mali. Mais la France a fait 9 ans au Mali pour quel bilan? Puisqu'en 9 ans de présence de la France au Mali, le Mali n'a fait que perdre des parties de son territoire au point où les rebelles arrivent aux portes de Bamako. Donc quel est donc le bilan de la France? Puisque un ambassadeur pas cité un exemple aussi médiocre. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui a un cerveau? Je peux défendre la France même mieux que lui. Vraiment, les autorités françaises, on doit le virer même d'abord qu'ils sont tous comme ça au niveau de ces gens-là. Ils sont très peu réfléchis. En commençant par le Vulcain. Lui-même, son niveau de maturité, même en plus, est très... Donc, ça, c'est l'une des raisons. Donc, ce monsieur parle des choses qu'il ne maîtrise pas. 9 ans de présence, 0 à LCA, 0. Et bien cité ça à Mondovision. C'est-à-dire, même le président, celui qui présidait la Chambre, devait lui demander, même en sagesse, même que, bon, le résultat des 9 ans là, c'était quoi? Rien. Je sors de là. Il finit en disant, ici, les 59 soldats français qui sont morts au Mali. Et lorsque j'ai suivi ce discours, j'ai eu un pincé de cœur parce que c'est une insulte à la mémoire des Africains, ce que ce monsieur a dit là-bas. Les 59 soldats français, 53 ou 59? 53 ou 59, soit ce soit même 70, qui sont morts, français, qui sont morts au Mali. Entre guillemets, parce qu'il disait qu'il y a des Français qui sont morts pour la liberté au Mali. J'aimerais rappeler à cet ambassadeur que les accords de coopération qui lient le Mali et la France, il y a 3 éléments là qui m'intéressent et qui vont... Qu'il y ait, merci. La précision en vaut la peine. Qu'il y ait le Mali et la France, il y a des éléments là qui convoquent la mort des Français qui doit être véritablement enseigné à la conscience africaine. La première, c'est que les soldats français en mission au Mali ont le statut de diplomate. C'est-à-dire qu'en cas d'exaction, en cas de délit, en cas de dégâts qu'ils pourraient poser, soit en bien et même contre les personnes au niveau du Mali, ils ne peuvent être poursuivis ni par la justice malienne et même pas par la justice française. Voilà donc comment ces soldats dont on veut vanter la mort, quand ils sont au Mali, voilà comment ils opèrent. La deuxième des choses, ce qui fait le plus mal, c'est qu'en cas de perte ou en cas de mort d'un soldat français en opération au Mali, l'État malien assure les charges du rapatriement du corps jusqu'au dédommagement de la famille. Vous imaginez ça? Vous ne venez pas chez quelqu'un, mais tout ce que vous posez comme acte, il doit assumer ça.
Et c'est ça, il vient vanter 59 soldats français qui sont tombés. Alors que le bilan a été nul. On ne parle pas de tout ce qu'ils ont pillé au Mali. Parce qu'un pays comme le Mali, qui a une production annuelle de 60 tonnes d'or, ne fait pas partie des pays ayant une réserve d'or. D'ailleurs, aucun pays francophone ne fait partie des pays qui ont une réserve d'or à l'échelle internationale, même à l'échelle africaine. Mais la France, qui n'a aucune mine de production sur son sol, est la 4e à l'échelle internationale, 2346 tonnes d'or. Et par rapport à ça, c'est ça qui paie les allocations familiales, les 800 € qu'on donne aux chômeurs et aux voyous qu'il y a dans ce pays-là. Mais le Mali qui a ça ne peut pas utiliser. Donc, quand la France en réalité est arrivée au Mali, les opérations de la France, et là je cite l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, qui avait été éditionné, je crois que c'était en mai 2019, par la commission des affaires de défense du Parlement français, et qui faisait savoir que les opérations, on appelle ça les opérations étrangères, de la France et ses alliés au Mali auraient coûté pour l'année 2019 la bagatelle somme de 960 millions d'euros. Quand vous convertissez 960 millions d'euros en CFA, ça fait 600 milliards de francs CFA. Donc ça fait 600 milliards de francs CFA que la France percevait ou alors prenait au Mali par an. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la France qui supportait le coût, c'est l'État malien. Donc l'État malien supportait les opérations de la France sur son sol à hauteur de 600 millions de francs CFA en moyenne. Ça, c'est pour le coût de l'exercice de l'année 2019. Je vous laisse imaginer les autres années. Vous pensez qu'avec 600 milliards, on ne peut pas révolutionner ou on ne peut pas restructurer l'armée malienne de nature pour pouvoir répondre efficacement. Alors, en quoi donc cette présence a été utile et a été salutaire pour le Mali? Mais pire encore, lorsqu'on convoque les 59 soldats français qui sont tombés, on ne veut pas dire que cette même France ou alors cet Occident, lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils veulent qu'on compte le nombre d'Africains qui sont tombés pour leur liberté. Ces Africains, qu'une fois avoir libéré la France, on leur a pris, on les a envoyés dans des métros parce qu'on ne voulait pas laisser des Noirs défiler sur Paris. On a fait entrer les forces britanniques et les forces américaines pour dire que c'est eux qui ont libéré la France, alors que ce sont nos grands-parents qui l'ont fait. Ces grands-parents qui, après avoir libéré la France le 1er décembre 1944, pour avoir réclamé leur solde dûment travaillé, la France les a massacrés, mis dans un camp et on a tiré sur eux, le massacre de Tiaro du 1er décembre 1944. Alors, lorsque cet ambassadeur convoque des faits historiques dont il ne maîtrise pas la mémoire, vous voyez que c'est à nous de venir l'apprendre l'histoire de son pays. Ce sont des personnes peu réfléchies. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Je vous ai donné les faits pour confirmer en réalité que ce monsieur, il est très peu réfléchi. Moi, je pourrais défendre même son pays mieux que lui. Et vous voyez que c'est des personnes comme ça qui, non seulement sont très peu réfléchies, mais parce qu'ils sont très bien organisés, on peut mettre sur pied un système de nature à véritablement nous assujettir, à nous véritablement de voir où est le problème et de nous reconcentrer, de nous organiser de nature à répondre efficacement face à ce problème. Merci à vous, Charlie Kigné, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Passez une agréable journée.